Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous en sommes au forum de discussion. Ça se discute de ce grand soir. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Nous allons très rapidement nous mettre en relation avec Sophonie Jed Kabouré depuis Paris. Sophonie Jed Kabouré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux spectateurs et bonsoir à tous. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Et sur ce plateau, Pachedo Agossou, philosophe politique, enseignant. Bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Voilà, d'un moment à un autre, le docteur Paul-Marie Ouessou devrait nous rejoindre et compléter ce plateau. Souvenez Jad Kabouré, je commence avec vous pour parler de ce qu'on a appelé ce compact avec l'Afrique, Compact with Africa, ce grand raout entre l'Union européenne et l'Afrique sous le leadership de l'Allemagne. Il y a comme une tentative de réinventer les relations entre ces deux continents, de réécrire, en tout cas d'inventer un nouveau narratif. Déjà, comment vous percevez hein, ce grand rassemblement qui a connu la présence de quelques chefs d'État, ce n'est pas la grande messe, mais bon, quelques chefs d'État africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Alors, euh, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? On vous entend très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, hier s'est déroulé le sommet du G20 Compact africain qui vise au fond à mettre en symbiose, n'est-ce pas, les entreprises des États du G20 avec les projets d'investissement en Afrique. Si vous voulez, ce sont des initiatives qui permettent aux États africains, et là ils sont 13 qui sont affiliés au dispositif, au fond de mettre en valeur les projets d'investissement qu'ils ont chez eux. Moi, je vois ces genres de forats comme des espaces de discussion, d'échange autour des sujets, des questions d'investissement. Bon. Euh, donc l'intention me paraît tout à fait intéressante. Après, concernant le jeu des acteurs, au fond, il y a deux parties. L'Afrique d'un côté et l'Union européenne via l'Allemagne de l'autre. Et pour l'Afrique, la question est assez simple. Il s'agit concrètement d'attirer encore davantage les investissements européens, notamment allemands. Quand vous regardez le commerce de l'Allemagne avec l'Afrique, il est d'à peu près autour de 60 milliards d'euros l'année dernière. Mais l'Allemagne n'a investi que 15 milliards de dollars en Afrique l'année dernière. Alors, à titre de comparaison, l'Allemagne a investi 120 milliards de dollars en 2022 en Asie. Donc, vous voyez qu'il y a quasiment un facteur 10 entre l'investissement que fait l'Allemagne en Asie et en Afrique. Donc, si vous voulez, l'Afrique a de l'espace pour, en quelque sorte, dérouter les investissements allemands de l'Asie vers elle-même. Et je pense que l'Afrique a les atouts qu'il faut. D'ailleurs, si vous voulez, en début d'année, alors vous avez rappelé que je dirige le think tank L'Afrique des idées. Ben, justement, l'Afrique des idées a eu des contacts en début d'année avec une association en Allemagne qui s'appelle German African Business Association. Et en fait, il y a une association d'entreprises allemandes qui exercent sur le continent. Et il nous a expliqué que, au fond, près de 2 tiers des entreprises allemandes souhaitent développer leur activité en Afrique. Près de 2 tiers. Donc, si vous voulez, c'est considérable. Alors, effectivement, entre le souhait et le moment où ils investissent vraiment sur le continent, il va y avoir un petit delta. Mais enfin, que 2 tiers des entreprises allemandes souhaitent développer leur activité en Afrique, cela me paraît considérable. Et j'imagine que les services de diplomatie économique des pays africains ont ce genre d'informations. D'ailleurs, encore plus précisément, il n'y a pas de raison, quoi.
Donc, je pense que les pays africains sont au courant de ces choses et veulent en profiter, et à juste titre. Et puis, le continent a d'autres atouts. Je veux simplement rappeler une banalité. Les pays africains sont riches en ressources naturelles. Ça n'a échappé à personne. Mais notamment le lithium et l'hydrogène, qui sont absolument essentiels aux technologies vertes et à la production d'énergie décarbonée. Voilà encore un levier de négociation très important. Mais si on parle du jeu des acteurs, il y a effectivement l'Afrique d'une part, d'un côté, mais il y a aussi l'Allemagne. Donc il y a aussi l'Union européenne via l'Allemagne. Et l'Allemagne a aussi intérêt, et c'est ce que je veux faire passer comme message, elle a intérêt à renforcer ses investissements en Afrique. Parce qu'en réalité, l'Allemagne se trouve dans une situation extrêmement délicate. Et le futur ne s'annonce pas profondément radieux. Le taux de fécondité des femmes en Allemagne stagne à 1,3, 1,4 enfants par femme. Ben, alors qu'il faut 2,1 pour avoir juste le renouvellement de la population. Du coup, la population allemande baisse de à peu près 200 000 personnes par an. Et les choses vont encore s'aggraver parce qu'ils ont une fécondité absolument épouvantable. Et compte tenu du coup du vieillissement inéluctable de la population allemande, dans les années qui viennent, le nombre de retraités en Allemagne va littéralement exploser. Et en face, il n'y aura pas assez de jeunes pour payer les retraites. Donc, en attendant de faire repartir la démographie allemande, que va faire l'Allemagne? Au fond, l'Allemagne va faire comme le Japon, c'est-à-dire investir massivement à l'étranger pour avoir des revenus. Et le problème de l'Allemagne n'est pas que démographique, parce que l'Allemagne, en réalité, elle a bénéficié d'une monnaie sous-évaluée qu'on appelle l'euro pour son économie. Et elle est très dépendante aussi de son industrie automobile. Au fond, les voitures et les machines-outils qui servent à construire les voitures. Donc moi, je pose simplement une question. Est-ce que l'euro va continuer à exister malgré la montée des populismes en Europe? Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Est-ce qu'on ne va pas revenir à la vérité des prix en Allemagne? Et puis, avec la préservation, la question de la préservation des aménités environnementales et climatiques, on veut passer à la voiture électrique. On sait que ce qui concentre la valeur ajoutée pour une voiture électrique, ce sont les batteries. Les batteries. Mais les batteries sont fabriquées où? En Asie, aujourd'hui. Les batteries pour les voitures électriques sont fabriquées en Asie. Donc, même l'industrie automobile allemande, eh bien, je me demande si elle n'ira pas au tapis dans les prochaines années. Donc, vous voyez que il faudrait que l'Allemagne le comprenne. L'Allemagne a intérêt à investir en Afrique. Parce que c'est là où il y a une population jeune qui a besoin d'industrialiser son économie et pour l'Allemagne de se constituer aussi des revenus. Donc, il n'y a pas du tout, et j'espère que les autorités allemandes l'ont bien en tête, c'est qu'ils ont besoin de l'Afrique. Ils ont besoin de l'Afrique. Et soit dit en passant, l'Afrique aussi a besoin de l'Allemagne pour attirer ces investissements nécessaires pour répondre aux défis du continent. Dernier point, et je m'arrête là, il y a aussi une analyse sous le rapport de la géopolitique à mener. L'Europe, en réalité, cherche à resserrer ses liens avec le continent africain. Et puis, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un haut responsable du gouvernement allemand qui a déclaré à la presse, juste avant le sommet, qu'il s'agit de gagner les cœurs et les esprits des pays du Sud. Exactement. Mais la question que je pose, et je m'en arrête là, est-ce que l'Allemagne n'est pas en retard avec ce pacte? D'ailleurs,
président Bola Tinubu, c'est clair. C'est ce que vous voulez dire, oui. Et lui, il a dit clairement que ce pacte avec l'Afrique est en retard d'une décennie. Est en retard d'une décennie, exactement. Oui. Donc voilà le tableau. Oui. Pachudo Agossou, même question avec ces quelques éléments. Le président nigérian qui a clairement dit, voilà, cette initiative est en retard d'une décennie. Et on voit bien qu'il y a fondamentalement de la géopolitique qui se joue. L'Allemagne qui tend à se distinguer des autres pays européens pour dire, écoutez, nous n'avons pas d'agenda à vous imposer, nous ne viendrons pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les affaires, c'est le langage tenu par le chancelier allemand. Vous savez, c'est du vieux dans de la peau neuve. Moi, je me dis, les cas de concertation, pareil, nous en avons à foison. Et vous l'avez bien évoqué, ce compact ou bien ce pacte, moi je l'analyse sous deux volets. Il y a le premier que vous venez d'aborder, c'est que l'Allemagne tente de profiter des égarements, de la faiblesse ou de la disgrâce de la France. Elle veut se substituer à la France pour pouvoir se hisser plus haut et renforcer son économie. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un sentiment plus ou moins diffus au sein de l'opinion publique africaine vis-à-vis de la France, notamment sur les prises de position politiques, géopolitiques. Donc, elle s'est dit que c'est le moment opportun de s'incruster et de s'imposer en maître. De proposer sa différence. De proposer sa différence. Mais il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence dans la mesure où ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas de l'altruisme. Ils ont défini très clairement leurs objectifs, c'est-à-dire soutenir les économies et contribuer à ce qu'on appelle aujourd'hui une énergie verte. Mais au fond, cela renforce la puissance de qui? Ils ne viennent pas au secours ou ils ne viennent pas pour parler d'égal à égal avec les Africains. Ils viennent plutôt pour siphonner ce grenier que représente l'Afrique. Vous savez, les projections ont été faites, M. Jed l'a dit même la dernière fois, où le coût du pétrole ne cessera de monter. Or, la voie dans laquelle nous nous engageons veut qu'il y ait moins de producteurs de pétrole. Ça veut dire que nous qui sommes un pays africain, si demain nous avions connaissance ou nous découvrions des gisements de pétrole énormes, on va nous contraindre à ne plus développer ces gisements-là. Ces gisements fossiles. Fossiles. Pour le bien de la planète. Pour le bien de la planète. Mais vous avez oublié de dire que dans le même temps, des gisements pareils continuent toujours d'être développés à des dimensions exponentielles chez eux. Ça veut dire que eux, ils continueront toujours de se développer, de développer ces énergies fossiles. Le prix va évoluer parce que la demande naturellement va évoluer. On va nous demander à nous autres de ne plus ou de ne pas développer, prétestant des soi-disant financements ou subventions pour une économie verte. Mais finalement, de qui se moque-t-on? À proprement parler, l'Allemagne ne vient que faire le jeu de l'Allemagne. Moi, j'estime que c'est une occasion ratée d'essayer de recomposer ou de redéfinir réellement les bases de ce qui doit nous lier à l'avenir. Il faut que nous soyons considérés d'égal à égal. Il faut que les intérêts des Africains soient mis en avant. J'estime que c'est une injuste, excusez-moi, c'est une insulte de venir dire, bon, nous voulons, c'est-à-dire, ils viennent toujours avec les agendas très clairs qu'on nous impose. L'autre, bon, là, pour le coup, ils disent qu'ils ne veulent pas nous imposer d'agenda. Oui. Quand on nous fait des subventions, quand on nous propose des projets pour les financements d'énergie verte et autres, mais après, c'est pour pouvoir obtenir de nous, manu militari, des positions géopolitiques. N'oubliez pas que beaucoup de diplomates l'ont dit, peut-être pas à découvert, mais dans le cadre, par exemple, de l'agression ou de la guerre russo-ukrainienne, mais tous les diplomates européens ont été faire le tour des chefs d'État ou bien des missions diplomatiques au niveau desquelles ils interviennent pour faire de la pression sur ces États-là. Est-ce que cette pression-là aurait pu porter si, entre-temps, en arrière, nous ne bénéficions pas de ces pseudo-subventions? Donc, moi, j'estime que ce qui se profile à l'horizon, c'est le loup qui se déguise en agneau pour pouvoir, une fois encore, continuer de manière inlassable dans la même tradition. Et enfin, on veut nous imposer encore des agendas géopolitiques qui ne sont pas les nôtres en nous
en nous imposant tout simplement des pseudo-aides économiques ou des pseudo-creusets de discussion d'égal à égal. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les États africains soient considérés à leur juste mesure, que nous ne soyons plus soumis à des discours plus ou moins hautains, qu'on ne nous considère, qu'on ne nous infantilise plus, qu'on nous écoute et qu'on discute avec nous des réels projets que nous estimons les plus importants et les plus nécessaires pour notre développement. Oui. Voilà. Sofoni Koboudé, est-ce que dans ce contexte tel que l'Allemagne a posé de façon, on peut le dire, décomplexée l'équation, est-ce que ce n'est pas à nos différents secteurs privés de tirer les marrons du feu? C'est-à-dire, dans ce type de contexte, c'est du business as usual. Est-ce que ce n'est pas à nos entreprises de tirer profit simplement des opportunités au-delà du cadre formel? Absolument. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Il y a une opportunité d'attirer des investissements allemands. Encore une fois, je vous dis que moi j'ai des informations de l'association German African Business Association qui me dit clairement que 2/3 des entreprises allemandes regardent le continent africain et souhaitent s'y implanter. Donc, il y a là un train d'investissement qu'il faut réussir à faire accoster sur le continent. Et puis, il y a aussi, comment dire, un détournement, entre guillemets, d'investissement à faire, au sens où vous avez quasiment 10 fois le paquet d'investissements que l'Allemagne fait en Afrique qui part en Asie. Oui. Mais bon, on n'a pas exactement le même niveau d'industrialisation également. Donc, il est plus facile de délocaliser des entreprises de l'autre côté en Asie, d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée que dans nos pays où beaucoup de choses restent à faire. Oui, mais je ne faisais pas cette remarque sous le rapport économique. Oui. Je faisais cette remarque sous le rapport géopolitique. Oui. Parce que l'Afrique peut volontairement attiser, ajouter de l'huile sur le feu entre l'Allemagne et la Chine, par exemple. Et la Chine, oui. Sur des valeurs qui ne seraient pas communes. Et montrer à l'Allemagne que là où il y a, comment dire, une volonté de démocratisation, certes pas totalement aboutie, mais enfin, une dynamique de démocratisation, c'est en Afrique. Oui, d'ailleurs, sans vouloir vous couper, on a eu, en tout cas autour de ce sommet, les Européens ne se sont pas cachés, les Allemands non plus, le chancelier ne s'est pas caché du tout de cette idée de couper l'herbe sous le pied à la Chine. Il y a une bataille géopolitique aussi qui se joue. Et les Allemands ne s'en ont pas caché. Absolument. Et c'est pour ça que moi je dis que on doit faire feu de tout bois. Parce que une part importante des investissements de l'Allemagne se retrouve en Chine, en Corée du Sud, en Indonésie, etc. Donc il y a moyen là aussi de faire de la diplomatie et de montrer que l'Afrique est bankable, n'est-ce pas? Et que l'Allemagne trouverait sur la terre africaine une sorte de fertilité qui permettrait à ces investissements de croître. Bon, ceci dit, et c'est un pas de côté que je veux, comment dire, une politique économique ne peut pas se résumer à attirer les investissements étrangers. Une politique économique ne peut pas se résumer à ça. Il faut développer, mobiliser l'épargne domestique. Ça, c'est très important. Parce qu'en réalité, pour quelqu'un, pour les financiers, c'est une aberration que l'Afrique cherche des investissements structurants, je veux dire, ailleurs. Parce que le continent peut se financer sans aucun problème. Je vous fais un topo rapidement. Vous prenez tous les fonds de pension africains, c'est-à-dire Kenya, Sud-Africains, Nigériens, etc. Ils ont à peu près
allez, plus de 600 milliards de dollars sous gestion. Vous rajoutez à cette manne les provisions techniques des assurances, les réserves d'assurance vie, etc. Vous vous retrouvez à peu près 1500 milliards de dollars sous gestion. 1500 milliards de gestion. De dollars sous gestion. Et donc, la question c'est, pourquoi nous n'investissons pas cet argent sur notre continent? Et c'est un vrai souci, parce que font les pensions africains? Ben, ils achètent du rail britannique, ils achètent du rail français, des autoroutes américaines, des bons du trésor américain, etc., etc. Donc, si nous-mêmes, nous ne croyons pas en notre continent et investissons notre argent... Oui, mais pour vous, qu'est-ce qui bloque exactement? Parce que quand on parle du continent africain, on peut revenir un peu chez nous. On a disons, une locomotive qui peut être, par exemple, la Caisse de dépôt et consignation, qui est assez, en tout cas, a de la liquidité, en tout cas, formellement, selon les chiffres qui sont publiés, a de la liquidité. Mais pourquoi, d'après vous, ces liquidités ne sont pas injectées sous forme d'investissement, à part, on va dire, les DAT, à part les rentabilités, les investissements à court terme, en tout cas la spéculation financière? Qu'est-ce qui bloque? Je suis, pour le cas de la Caisse des dépôts précisément du Bénin, je suis son actualité, et je dois dire que je suis très agréablement surpris par les récents événements. Je trouve qu'il y a un nouveau leadership très fort à la tête de la Caisse, et que la Caisse a maintenant une volonté très forte et au fond une tendance proactive d'investissement. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont un vaste programme immobilier, par exemple, ils veulent développer. Donc, non, je pense que la Caisse, ça pousse dans le bon sens, assurément. Mais il se trouve que la Caisse du Bénin n'est pas un acteur prépondérant dans l'univers financier africain. Et je dois dire que, effectivement, quand encore une fois, vous regardez quelques acteurs financiers sur le continent, les assurances vie, les fonds de pension, etc., vous vous retrouvez à plus de 1500 milliards de dollars sous gestion. Cet argent est investi où? Eh bien, en bons du trésor américain, en autoroute américaine, en rail britannique, etc. Pourquoi? Parce que ça paraît sûr. C'est tout. Ça paraît sûr. Et d'ailleurs, il y a un ancien Premier ministre du Niger qui a dit qu'il était allé à New York pour vendre un peu les projets d'infrastructure en Afrique. Et il y a un patron de fonds d'investissement qui lui a dit, mais vous avez des milliards et des milliards sous gestion dans votre environnement financier, pourquoi vous n'investissez pas dans ces très beaux projets d'infrastructure? Et le Premier ministre nigérien a dit qu'il s'était retrouvé un peu dépourvu à court d'arguments, parce qu'en effet, c'est juste. C'est une réalité. Voilà. Parce que dans Agossou, déjà au niveau géopolitique, on le disait tout à l'heure, l'Allemagne a montré en tout cas dévoilé quelque peu la volonté non feinte de l'Union européenne de reprendre le dessus sur la Chine en termes d'investissement sur le continent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude aussi des dirigeants africains? On a pu le voir il y a quelques temps, quelques semaines seulement, il y a eu une rencontre Arabie Saoudite et un sommet Arabie Saoudite-Afrique. On a vu quand même pratiquement tous les pays africains y étaient présents. Là, on a peut-être 4 ou 5 délégations de haut niveau, Macky Sall, Ouattara, Faye Assingbe et quelques autres présidents, le président ghanéen. Est-ce que, au vu des délégations qui ont participé à ce sommet, est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude du côté des Africains de ce narratif européen très familier? Effectivement, et ça rejoint pratiquement l'analyse que j'avais faite au début. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plus enclins à tourner les yeux vers d'autres partenaires parce que nous avons pendant longtemps été sous le joug de ce partenariat unique qui était, entre guillemets, imposé à nous. Mais aujourd'hui que nous avons la possibilité
de profiter de ces partenaires qui ne nous imposent pas les mêmes contraintes. Parce qu'on le veut ou non, ce n'est pas qu'en réalité, on ne veut plus de l'Union européenne, non. On ne veut plus des pays occidentaux, non. C'est les contraintes qui accompagnent qui nous désolent. Quand on vient dire, ben, il faut que, entre griffes, vous autorisiez le mariage homosexualité. Il faut que, sur le plan de la démocratie, vous revoyez votre gestion. Il faut que quand on se pose en maître, quand on se pose en donneur de leçons, quand vous infantilisez, quand vous mettez toujours votre interlocuteur dans la position de soumission à un moment donné, ben, il va vous tourner le dos. Quand nous orientons vers la Chine, mais la Chine vient faire son business. C'est vrai, il ne faut pas idéaliser le partenariat avec la Chine. Qu'on le veut ou non, la Chine, d'une manière ou d'une autre, siphonne nos économies. L'exemple du Kenya, de la Zambie, plein d'exemples. Mais contrairement à ce que font les Européens, mais la Chine vient faire son business. Mais vos affaires intérieures, vous vous en occupez comme bon vous semble. Vos lois, vous les taillez sur mesure comme bon vous semble. Et quand vous voyez des délégations plus importantes en Arabie Saoudite qu'au niveau... Qu'à Berlin. Qu'à Berlin, mais c'est pareil. C'est parce que de l'autre côté, on a plus l'impression de discuter d'égal à égal. On a plus l'impression d'être dans des négociations que du côté de nos partenaires européens. Et ça n'ira pas en s'améliorant, tout simplement parce que la posture que les dirigeants occidentaux, la posture que les pays occidentaux ont vis-à-vis du continent africain pose problème, notamment la posture politique. C'est ça qui pose le véritable problème. Et les derniers événements, notamment en ce qui concerne la relation que nous avons avec la France, ne servent pas les intérêts de l'Union européenne. Que ce soit l'Allemagne qui se mette à la manœuvre ou que ce soit demain la Hongrie, je dis n'importe quoi, ça ne va véritablement pas changer quelque chose. Nous avons toujours été à des conférences où on voulait redéfinir les contours de la relation avec l'Afrique. Mais rien n'a changé. Hier ou aujourd'hui, le débat est encore en cours au Parlement français où le président français a envoyé ses ministres présenter encore, soi-disant, sa nouvelle disposition pour équilibrer ou redéfinir les relations avec l'Afrique. Mais rien ne change. Cette posture-là fait que les chefs d'État, même s'ils avaient l'envie, ne pourront pas. Parce que la jeunesse aujourd'hui en a marre. Quand vous écoutez les Africains, quand vous écoutez la jeunesse africaine, ce qu'on veut en premier, c'est d'être considéré, c'est d'être respecté. Quand on voit nos chefs d'État être ridiculisés, tournés en bourrique, même au cours des sommets bilatéraux, mais ça révolte, ça énerve. Or, à côté, on a d'autres partenaires moins exigeants, disponibles. On ne peut que se tourner vers eux. Sofoni Jad Kabouré, dernière question sur ce sujet. Aujourd'hui, malgré les crispations et tout ce qu'il y a comme soubresaut sur la planète, est-ce qu'on ne peut pas dire que les temps que nous vivons, pour l'Afrique en tout cas, sont peut-être le temps des opportunités, parce qu'on a beaucoup de choix. On a l'Union européenne, on a la Chine, on a l'Arabie Saoudite, on a l'Inde, on a la Turquie, on a la Russie, on a une flopée de partenaires. Vive le multilatéralisme, comme dirait l'autre. Oui, absolument. Je crois que c'était en 2014. Le président Alassane Ouattara a dit dans un de ses discours que l'Afrique a raté la première et la deuxième révolution industrielle. Elle n'a pas le droit de rater la troisième. Et bien moi je rajoute ce soir, elle n'a pas le droit de rater la révolution écologique. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que la question de l'adaptation au changement climatique et le changement de mode de vie qui va avec demande en réalité pas mal de métaux rares. Oui. Et les batteries, le lithium, le cobalt, etc., on les trouve où? On les trouve en Afrique. Donc, si vous voulez, nous avons un formidable, mais vraiment un formidable fenêtre pour jouer sur nos forces afin d'attirer
profondément les investissements extérieurs. Clairement, je ne comprendrai pas. Et c'est pour ça que on me croit optimiste, mais c'est pas que je suis optimiste. Au fond, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis tragique, le tragique grec. C'est-à-dire que ce que tu fais a des conséquences. Et moi, je pense que si on est, comment dire, on est conséquent, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas, ne fasse pas ce que l'Asie a fait au début de ce millénaire. Parce que il va y avoir des investissements colossaux dans tout un tas de domaines où l'Afrique peut se positionner. C'est-à-dire, concrètement, les grandes questions du monde aujourd'hui ne peuvent pas se régler sans l'Afrique. La question de la révolution écologique, impossible sans l'Afrique. Impossible. La question comment dire, au fond, la démocratie dans le monde, l'Afrique reste un acteur majeur dans ce sens, parce que si toute l'Afrique bascule dans l'autocratie, il y aurait plus grand monde, il y aurait plus grand pays dans le monde. Voilà. Donc, si vous voulez, le continent africain se trouve dans un momentum très intéressant, mais pour ça, pour saisir ce genre d'opportunités, il faut à la fois des équipes compétentes, proactives et qui comprennent les enjeux. Et puis après, comment dire, une diplomatie puissante. D'ailleurs, on le voit, parce que je crois qu'il y a des signaux faibles, mais comme ça ne fait pas la une des journaux, ça n'est pas mis en débat. Ce qui s'est passé, par exemple, pendant la Covid, où vous avez tous les pays qui sont regroupés, qui ont désigné quelques émissaires et quelques grandes personnalités pour aller négocier ensemble, par exemple, la question de la dette, ces espèces de comités ad hoc, de fortes personnalités, où l'Afrique parle d'une seule voix, c'est des petites révolutions qu'on ne note pas, qui paraissent anodines, mais qui sont absolument importantes. Si l'Afrique arrive à unifier, à mettre ensemble sa voix, et que les pays africains pensent vraiment qu'ils ont une communauté, et qu'ils ont une communauté de destin, eh bien, je pense que là, il va y avoir des rapports de force qui seront très intéressants. Parce que si les pays y vont isolément, je suis désolé de le dire, mais pays comme le Togo en face de la Chine, c'est compliqué. Donc, mais par contre, toute l'Afrique, ça peut peser. Et en fait, on rentre dans ce que j'appelle l'économie des grands blancs. Et bon, je dévoile ici mes travaux en cours, n'est-ce pas? On rentre dans ce que j'appelle l'ère des économies de grands blancs. Et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que c'est des pôles qui se constituent. Vous avez d'un côté, évidemment, les États-Unis d'Amérique qui vont continuer à jouer leur rôle de leader. Ça, je crois, sincèrement, je ne crois pas du tout à la fable du dépassement de la Chine dans les prochaines années. Je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, la Chine, d'ici la fin du siècle, va perdre la moitié de ses habitants. Bon, mais ça, c'est une autre question. Et donc, vous avez de l'autre côté ce qu'ils appellent la Chine étendue. Donc, la Chine et sa zone d'influence dans l'Asie. Et puis, vous avez l'Union européenne en gros bloc. Donc, vous voyez, on entre dans l'ère des économies de grands blocs. Et donc, il faut que le continent africain aussi s'inscrive dans cette logique. Cette dynamique, oui. Voilà. Pour finir sur cette question, la même chose, l'équation qui est... Pas l'optimisme, mais le réalisme de M. Gied. Sommes-nous prêts à en tirer profit? Oui, nous sommes prêts à en tirer profit et nous mettons les moyens en œuvre pour le faire. Parce que nous avons conscience de ce que nous avons aujourd'hui de l'offre et à nous d'effectuer les choix judicieux. Et je pense qu'on a les experts
disponibles en nombre pour pouvoir nous aider à y aller. Et tous les pays s'attellent, notamment quand il s'agit de parler d'une seule voix pour des intérêts communs. Nous savons nous unir. Mais ce que moi je crains, c'est de savoir si ces retombées-là pourront vraiment servir la population. Une chose est d'aller à la négociation, une chose est de mobiliser, mais l'autre chose est véritablement de faire un bon usage de ces fonds réunis. Si nous continuons toujours dans cette manière de gouverner où le dirigeant fait ce qu'il veut, où le dirigeant empoche une partie, où la classe politique s'enrichit au détriment de la population, alors on aurait beau obtenir des partenaires multiples, on aurait beau effectuer les bons choix, mais en réalité, à la fin, on n'aura rien résolu. On n'aura rien résolu. Parce que quelqu'un le disait, si on pouvait bénéficier du quart ou du tiers de l'investissement dont bénéficient les États-Unis d'Amérique, je pense bien que le Bénin serait un Eldorado. Mais il faudrait d'abord que cet investissement, après, soit bien utilisé. C'est là le véritable problème et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, on va finir là-dessus. Merci. Bachedor Agossou, peut-être il nous reste juste 4 minutes. Avoir un mot de chacun d'entre vous sur le second sujet, très rapidement. Sofoni Jed Kaboudé, le recrutement des AME se poursuit. Il y a eu le Conseil des ministres a autorisé que le manque soit comblé il y a peut-être un mois. Cette fois, on va au-delà du quota. Il était question d'un peu plus de 400 AME déployés pour, en tout cas, autoriser un Conseil des ministres. Là, nous avons 113 de supplémentaires. Et l'autre information, c'est le recrutement tant attendu par la communauté universitaire pour 2024. C'est inscrit dans le projet de loi de gestion en discussion au Parlement en ce moment. Très rapidement, quel est votre avis sur cette question? Oui, je vais aller très rapidement en disant simplement que c'est une bonne chose. S'il manque des profs, s'il manque des enseignants, il faut combler ce gap-là. Et pour moi, la question de la réforme du système éducatif du Bénin est bien ailleurs que du recrutement de 400 ou 500 enseignants. Je veux, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur la question d'avant et de préciser que quand je parle de révolution écologique, c'est vraiment quelque chose de très fort. Parce que quand vous regardez tous les travaux montrent qu'un investissement dans les énergies propres crée 3 à 4 fois plus d'emplois qu'un investissement dans les combustibles fossiles. Oui. Par exemple, 10 000 clients connectés à des solutions d'énergie décentralisées, et par exemple, système solaire, oui, crée environ 30 emplois. Eh bien, un pays comme le Maroc, le secteur des énergies renouvelables représente déjà 1% de l'emploi. Oui. Quand vous regardez les familles au Kenya, en Afrique de l'Est, il a été démontré que les familles équipées de systèmes solaires n'ayant plus besoin de kérosène ont économisé chacune $750 tout en évitant l'émission de 1,3 tonnes de CO2 pendant les 4 premières années d'utilisation. Donc, si vous voulez, et puis il y a le projet Third Eye au Mozambique qui montre que grâce à l'utilisation des drones, oui, les agriculteurs, arrivent à optimiser la production. Arrivent à diminuer la consommation d'eau de 9% parce que l'irrigation est optimisée. Donc, oui, si vous voulez, il y a comme ça... Tout un champ à explorer, oui. Il y a une croissance verte extrêmement forte. Voilà. Bachedor Agossou, vous savez, en ce qui concerne l'enseignement, très rapidement, le point a déjà été fait au niveau des ministères de tutelle. Qu'est-ce qui a bloqué le déploiement au point où nous en sommes arrivés? Il y a un déploiement qui a été fait récemment, oui, dans le secondaire. Récemment, quand je parle de récemment, le vendredi dernier, les listes sont sorties. Mais les enfants étaient sans enseignants depuis le début de la rentrée jusqu'à présent. Qu'est-ce qui bloque? Sur les listes, ceux qui ont été déployés, certains sont dans cette base-là depuis 2 ans. Ça veut dire que le point est déjà fait et nous avions la matière dans la base. Pourquoi ne pas les avoir déployés à temps? Moi, je me dis qu'on fait du chantage ou bien qu'on fait
du surplace pour montrer aux populations que nous avons à cœur. Et concernant l'enseignement supérieur, je crois que c'est l'un des secteurs dans lesquels le gouvernement en place a le plus échoué. Parce que depuis leur arrivée au pouvoir, rien de concret n'a été fait. Et qu'on annonce pour le peu 400 enseignants, moi j'estime que ce n'est que... Ce n'est que dérisoire. Ce n'est que dérisoire. Oui, mais bon, on va laisser le corps universitaire apprécier. Et quand vous les écouterez, vous verrez bien sûr que cela ne résout pas vraiment tous les problèmes qui jalonnent ce sous-secteur-là. On verra bien, on reviendra là-dessus sur cette question et surtout celui des AME avec les intéressés, les différents représentants. Mais bon, on a pu constater quand même qu'un peu partout, il y a comme un soulagement pour pour toutes les classes qui sont restées sans enseignants jusque-là. On va suivre cette question. On y reviendra sûrement très vite sur ce même plateau. Merci, Pachedo Agossou. Je rappelle que vous êtes philosophe politique, enseignant. Sophonie Jed Kaboulé, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Merci vraiment pour vos contributions de ce soir, mesdames et messieurs. Nous en avons fini avec nos échanges de ce soir. Vous pouvez retrouver ces mêmes échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live. Merci de nous avoir suivis et continuez bien évidemment par nous suivre à notre application Télé Bénin. À demain.